On va passer, si j'ai bien compris, à l'orthopédie, et Jérôme, il est là-bas, oui, va nous donner des applications cliniques d'une manière générale. Je ne pense pas uniquement en orthopédie, puisque je vois un titre. Oui, voilà. Alors en effet, il y avait un petit peu de flou sur le titre. C'est pas gênant. Je pense que je suis quand même matiné fortement d'orthopédie, donc forcément ma tendance est à aller là-bas. À vrai dire, je te coupe juste une seconde, juste pour vous dire que toutes les spécialités chirurgicales, sauf la plastique, sont dans le rapport. C'est ça. Et que c'était naturel de donner la parole aux urologues et aux orthopédistes, puisque c'est deux spécialités fortes. Mais j'ai quand même essayé d'être le plus vaste possible et pas de me limiter à ma spécialité. Alors j'ai parlé d'urologie et je vais soumettre mon talk à de nombreux urologues qui sont là, dont notre passe-président. En disant que je viens aussi de Grenoble, donc passer après mon maître Jocelyne Trocaz, c'est évidemment un grand honneur. J'espère être à la hauteur de ce qu'elle nous a expliqué, car je pense que ses efforts d'explication tout au long de sa carrière ont fait qu'elle a réussi à attirer à Grenoble des gens aussi brillants que Pierre Moser, qui vient de s'exprimer, ou d'autres dans le monde, et c'est une personnalité qui est vraiment reconnue sur le plan mondial. Donc c'est aussi une chance pour notre académie d'avoir ce rapport sous sa tutelle. Donc je reprends sa classification qui est la seule véritablement compréhensible pour tout le monde et qui permet d'emblée, lorsqu'on s'adresse à un organisme responsable comme une CME, un directeur d'hôpital, d'être dans un cadre très précis. Donc le robot actif, la télémanipulation et la co-manipulation. Donc le robot actif, on en a parlé, je ne vais pas vous refaire l'exposé de Madame Trocaz, c'est simplement pour bien expliquer pourquoi est-ce que c'est un élément qui est abandonné. Vous voyez ici cette image qui nous montre une image tirée des premiers cas réalisés par Russell Taylor, Robodoc, donc 1986, avec, vous voyez, une prothèse totale de hanche, un abord hyper extensif, avec des effets adverses qui sont complètement anti-chirurgicaux, puisqu'il y a une destruction musculaire, il n'y a pratiquement plus de muscles moyens fessiers, donc la hanche ne va pas fonctionner. En plus des durées d'intervention longues, donc des conséquences septiques, la nécessité de mettre un fixateur externe pour immobiliser fermement l'os, de faire un scanner préopératoire avec une autre opération qui place des marqueurs, comme l'avait dit Jocelyne. Donc ça a été abandonné. Par contre, c'était la faisabilité était démontrée. Et pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ça? Parce que c'est à ce moment-là que dans la pensée populaire, l'idée est venue qu'on pouvait faire ce qu'on fait chez Renault sur un patient avec une fiabilité. Même si le résultat n'est pas au rendez-vous, c'est quand même réalisable. Et toutes ces expériences qui ont été nommées précédemment étaient bien trop en avance pour trouver un terreau fertile, alors que là en 86, c'est-à-dire finalement assez tardivement, on a déjà une première avancée. Donc ensuite, c'est la télémanipulation. On la met toujours en avant parce que c'est celle qui réalise les plus beaux scores de la robotique mondiale. On vient d'avoir un exposé sur le Da Vinci. Voyez que ça s'est développé de manière complètement large, avec des gestes maintenant endovasculaires, et la chirurgie cardiaque qui était au début du Da Vinci. L'idée initiale, c'était pas tant de faire un geste avec un chirurgien à côté du patient dans la même salle, mais plutôt de faire la téléopération. Et d'ailleurs, les militaires, ici représentés par mon collègue Régal, ont donc été les premiers à penser à cette idée de pouvoir embarquer de manière virtuelle un chirurgien sur des zones exposées ou des zones déportées comme un porte-avions. Il y a une des démonstrations qui ont été réalisées, la plus connue chez nous, c'est celle de la démonstration d'Itlinberg entre New York et Strasbourg du professeur Maresco en 2001. Alors, je ne cède pas à la tentation de vous montrer des images intraopératoires de cette fantastique manipulation que permet le Da Vinci, car en effet, on passe d'un point fixe avec des gestes finalement peu amples à une possibilité quasiment fonctionnelle de la pince qui reproduit à la fois la pronosupination, mais tous les gestes de positionnement de la pince dans l'espace avec la flexion, l'extension et les rotations. Donc je passe sur cet élément, mais je ne cède pas à la tentation de vous montrer ceci qui m'a été donné par mon
cher collègue Jean-Alexandre Long, qui montre comment la dextérité de cette manipulation permet de faire cette anastomose urétéro-vésicale avec une précision qui, je vous laisse admirer ce geste, qui pour certains d'entre vous est peut-être aisé, mais qui va permettre à des chirurgiens un peu moins habitués et un peu moins rapides aussi à réaliser ce geste avec un contrôle permanent, en respectant tout à fait les règles de l'art de cette intervention qui nécessite l'arrimage de l'urètre au détrusor, comme vous allez le voir. Donc on voit comment le chirurgien reproduit absolument tous les gestes, comment il saisit son aiguille avec une grande précision, comment il la contourne et comment finalement il va introduire sa sonde en J. C'est la palette. Vous voyez, comme ceci, pour finalement finir son intervention. Je veux dire que je suis assez impressionné. Donc, je ne développerai pas, mais c'est quand même une intervention toutes les 26 secondes, plus de 7 millions d'interventions réalisées dans le monde. Donc c'est une technologie qui est aussi très très évolutive, c'est-à-dire que cette industrie qui est derrière permet d'upgrader tous les 5 ans de nouveaux instruments pour finalement faire quoi? Pour essayer de diffuser au maximum ces technologies, et c'est là qu'on a un élément intéressant qui est la multidisciplinarité de cet outil. On a évoqué ça tout à l'heure dans les questions. Les robots qui ont une tâche déterminée sont souvent des robots de grande sécurité, mais en même temps, pour les gens qui achètent le robot, pour les investisseurs, c'est un autre problème. Donc on a de plus en plus, dans les remodélages des services hospitaliers, des gens qui se réunissent autour de soins infirmiers. On va avoir par exemple les urologues qui vont travailler avec en hospitalisation ou au bloc opératoire, partager les ressources infirmières, partager les ressources de bloc avec les chirurgiens digestifs comme ceci. On va avoir les chirurgiens thoraciques qui vont partager les ressources avec les chirurgiens digestifs du sus mésocolon. On va avoir les neurochirurgiens avec une partie des orthopédistes, etc. Donc on arrive de plus en plus vers une multidisciplinarité, même si on est bien campé sur nos CNU, on a quand même de plus en plus des frontières qui deviennent floues, et les outils sont à la jonction de ces frontières et dans ce partage. Et typiquement, ici, vous voyez l'évolution de cette diffusion de l'outil Da Vinci, avec au départ essentiellement les urologues et les gynécologues, et puis on voit les digestifs qui finalement ont compris l'intérêt de la chose et qui sont passés à une augmentation notoire de ces indications, en particulier pour la chirurgie bariatrique. Donc là, actuellement, c'est 173 systèmes en France, avec, vous voyez, 50% de répartition entre le public et le privé. Donc pourquoi? Pour un bénéfice patient, c'est celui de la chirurgie mini-invasive. La chirurgie, depuis le début, a toujours voulu être moins invasive qu'elle ne l'était au commencement. Donc c'est simplement ce passage une augmentation du nombre de procédures mini-invasives que permet Da Vinci. Voici les chiffres de Grenoble qui m'ont été donnés par le professeur Long, avec un passage de technique mini-invasive de 46% en 2013 à 86% en 2018. Et typiquement sur la prostatectomie et surtout la néphrectomie partielle. Donc le bypass bariatrique a également bénéficié de ces choses-là. Alors là, il y a évidemment un effet d'attraction, un effet qui peut être un peu commercial, il ne faut pas se cacher. Il y a donc une attraction du patient vers le centre qui possède le système Da Vinci, et les cliniques l'ont très bien compris. On verra tout à l'heure pour l'imagerie intraopératoire, les premiers OARM ont finalement été présents d'abord en clinique, avec une clinique par exemple en périphérie de Toulouse qui a acheté d'emblée 2 OARM, alors que les CHU avaient du mal à l'acquérir. Donc typiquement, il y a un effet attractif, mais c'est aussi les patients et toutes les innovations qui font qu'ils préfèrent ça. Nous, on a eu le même phénomène lorsqu'on s'est mis à faire des vertébroplasties.
Lorsqu'on a essayé de faire une étude randomisée où on mettait le corset versus la vertébroplastie, il fallait la randomiser, donc il fallait expliquer aux gens ce choix entre le corset et la vertébroplastie. Personne ne voulait s'inclure. Donc on a été obligé de faire un petit peu autrement pour arriver à avoir des groupes à peu près équivalents pour essayer d'évaluer cette chose, mais c'est quasiment impossible. C'est tout le problème de la chirurgie et de la technologie. Nous les chirurgiens, on a un nouvel outil, on l'explique au patient, on en est tellement convaincu qu'on le convainc, et donc finalement il préfère ça. Il a confiance en nous. Le troisième élément qui est beaucoup plus adapté à la chirurgie du dur, neurochirurgie, orthopédie, chirurgie des vaisseaux, c'est la co-manipulation. Donc je ne reviens pas du tout sur le passé, ce qui a bien été exprimé. Simplement, c'est un robot qui doit comporter 6 axes de liberté et qui va, selon les origines, être soit semi-actif, soit plutôt maintenant co-manipulé. Donc on a expliqué largement ce que veut dire co-manipuler. Co-manipuler, ça veut dire qu'on peut faire un geste, on peut approcher le robot d'une zone où il a le droit d'aller, on ne peut pas sortir de cette zone qui est autorisée, mais on peut finaliser le geste. Ça veut dire qu'on va s'adapter chaque fois. Ici, c'est le robot ROSA en neurochirurgie. Je vais vous donner cet exemple de système co-manipulé dans le cadre de la stimulation cérébrale profonde. Donc il faut d'abord insérer des marqueurs crâniens pour avoir un repérage qui va être parfait et fixe durant l'intervention. Donc cette insertion de marqueurs permet d'avoir un scanner et une IRM, puis de mettre l'ensemble, ces 2 examens en correspondance. Dans ces examens, on va pouvoir faire des plannings et une trajectoire. C'est là qu'intervient l'élément qui va être déterminant au moment de la manipulation. C'est-à-dire que le chirurgien va se faire de manière décalée dans le temps, c'est-à-dire le jour, en général le jour précédant l'intervention, il va faire sa trajectoire, il va choisir la meilleure balistique, la meilleure cible possible pour éviter les structures nobles et atteindre sa cible. Cet élément de planning ouvre directement le pas vers la simulation. Et là, c'est pour répondre à une des questions qui a été donnée tout à l'heure sur quel est l'intérêt du robot dans la simulation. Peut-être pas au niveau de la réalisation du geste, parce que là, la gestuelle, c'est quelque chose de différent, mais par contre, au niveau de cette partie dont on ne parle jamais chez le chirurgien, mais qui est de sa conception, la conception du geste, qui est en fait l'élément le plus important. C'est là qu'il va choisir sa voie d'abord, c'est là qu'il va choisir l'outil, c'est là qu'il va tout faire pour avoir son objectif. C'est donc le planning que nous réalisons en regardant la radio, en parlant aux patients, en vérifiant la zone opératoire, etc. Ce planning peut être complètement fait de manière extemporanée et on peut en particulier appliquer des raisonnements. Et c'est là que l'IA éventuellement peut intervenir, c'est-à-dire que lorsqu'un chirurgien ne fait pas son planning de manière correcte, sans tenir compte de certains éléments, l'IA, par itération successive, peut arriver à l'orienter en lui disant là, attention, si vous faites ça, vous allez avoir ce problème-là, etc. Parce qu'elle aura engrangé des données cliniques. Donc il y a un intérêt, si vous voulez, rétroactif sur l'apprentissage de ce qui va être perçu par le robot pendant les interventions. Simplement, comme c'est numérisé et localisé dans l'espace et le temps, on pourra redonner cette information à quelqu'un qui est en train d'apprendre, surtout au niveau du planning. Et là, on rejoint un grand thème qui maintenant est le thème de toutes les sociétés savantes, c'est organiser votre enseignement pour pouvoir faire à vos élèves des gestes chirurgicaux, mais pas la première fois sur le patient. Donc on est complètement dedans. Il ne faut absolument pas qu'on rate ce moment-là, si vous voulez. C'est à ce moment-là, sinon on nous l'imposera. Ça peut être même des administratifs qui nous l'imposeront. Vous voyez, il faut absolument qu'on se l'approprie. Mais de toute façon, ça fait partie de notre esprit. Quand on est prof ou quand on a envie d'apprendre à des élèves, on veut que le gars arrive à comprendre, donc ça fait partie de la chose. Une fois que le planning est réalisé, on va se retrouver au bloc opératoire et on va recaler notre robot dans l'espace du patient sur les marqueurs qui ont servi également à réaliser l'imagerie. Puis le robot va positionner son bras, positionner l'outil.
Une fois qu'il aura été approché dans la zone, il va aller se positionner exactement à l'endroit où doit être réalisé le geste. Une fois que ce pointage est réalisé, dans le cadre d'une stimulation cérébrale profonde, on enlève le robot et on va simplement utiliser un outil pour forer le point d'entrée, mais simplement exactement à l'aplomb de ce qu'on veut faire. Puis ensuite, c'est la procédure de la stimulation cérébrale profonde. On insère un tube guide et là, on utilise aussi le recalage avec le contrôle scopique qui est réalisé en péropératoire, qui permet de visualiser le trajet véritable dans le référentiel patient et le trajet qui a été planifié. Et on essaye d'avoir une superposition parfaite. Le geste est déjà fait, mais pour aller plus loin, placer l'électrode, il faut avoir ce contrôle. On peut aussi utiliser une imagerie plus tridimensionnelle, comme par exemple le OARM, c'est-à-dire le CBCT, le scanner péropératoire, basé sur les détecteurs plats. J'avais fait une conférence il y a déjà un petit moment, en novembre l'an dernier là-dessus. Et puis la fusion avec l'IRM pour avoir un élément un petit peu plus contrasté sur, par exemple, ici les noyaux sous-thalamiques. Cette fusion d'images va permettre au chirurgien, en permanence pendant l'opération, de pouvoir passer de l'un à l'autre des éléments pour contrôler exactement l'avancée de son électrode. Je vous rappelle que si vous placez l'électrode non pas en sous-thalamique mais dans le thalamique, vous pouvez tuer le patient, donc ça demande une certaine précision. L'utilisation en neurochirurgie peut se faire également pour positionner le bras pour arriver à réséquer, par exemple ici, une tumeur du diencéphale, un amartome. C'est aussi une vidéo qui m'a été prêtée par le professeur Chabardès, neurochirurgien au CHU de Grenoble, où on va voir le chirurgien, le bras robotisé placer un outil, puis ensuite le télémanipuler. Alors, ce n'est pas une vraie télémanipulation, puisqu'on est dans une atmosphère, enfin un milieu réduit, mais c'est quand même une télémanipulation, puisque le geste final de mise en place de l'électrode de vaporisation est fait par le chirurgien sur un bras qui l'a mis exactement dans la trajectoire. Donc, vous voyez, là, vous êtes dans le troisième ventricule. On est en train de réséquer cette tumeur. J'avance un petit peu parce que le temps. Voilà, ça peut être un petit peu. Voilà. Il y a également les biopsies stéréotaxiques, donc ça se faisait depuis longtemps, mais là le bras va positionner exactement, sans aucune difficulté, l'outil qui permettra ensuite de placer la fraise, puis de descendre de biopsie. Donc on se retrouve dans un service classique de neurochirurgie. Vous voyez, il y a plus de 150 procédures qui sont réalisées annuellement. Donc des exemples, la stimulation cérébrale profonde, la électroencéphalographie. Il s'agit de localiser la zone qui décharge l'épilepsie. C'est donc un bilan en fait préopératoire. On va placer différentes électrodes à différents endroits, on stimule, on voit ce qui se passe et ensuite on va réséquer la zone en réalisant une cortectomie et bien sûr les biopsies intracrâniennes. Donc, au domaine privilégié, c'est les prothèses totales de genoux, déjà beaucoup plus connues, puisque mon maître Philippe Merloz était venu présenter un sujet comme celui-là. Là, il s'agit toujours d'utiliser l'imagerie. Et c'est pas un hasard si je vous présente ces exemples, c'est parce que je vais finir mon topo sur l'imagerie. Cette imagerie nous permet de faire en préopératoire un planning, encore une fois, de choisir la bonne prothèse, et puis de tester virtuellement ce que l'on veut réaliser. Puis on va au bloc opératoire, on va à nouveau palper l'os pour pouvoir le mettre en correspondance avec, ici à droite, le scanner qui a été réalisé en préopératoire. Donc il y a un moment de palpation directe de l'os pour pouvoir le faire correspondre avec le scanner. Puis une fois qu'on est dans la transposition complète de l'os du patient avec le scanner, on va tester les ligaments pour savoir comment s'ouvre l'espace, c'est-à-dire comment va être serrée la prothèse. On peut utiliser des spatules pour essayer de voir si la hauteur du polyéthylène doit être plus ou moins importante.
la pente a déjà été déterminée. Et là, une fois qu'on a figé cette finalisation du planning péropératoire, donc vous avez vu qu'il y avait un planning préopératoire fait sur le scanner du patient, on grossièrement choisit les implants, ça se fait immédiatement avant la chirurgie, hein, en salle, vous allez voir. Ensuite, on va finaliser avec les ligaments alors que le genou est ouvert. Puis, la machine et le logiciel qui est adapté à l'outil ici Mako va nous donner un espace dans lequel le chirurgien peut évoluer avec sa scie, mais en le contraignant au point de ne pas pouvoir faire des trajectoires aberrantes et des coupes aberrantes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller par exemple dans la partie haute ici sans problème, mais il ne pourra jamais descendre en dessous de ce plan qui a été déterminé comme étant le plan optimal pour pouvoir implanter la prothèse. Donc on se retrouve avec cet outil qui est guidé, je vais vous montrer un exemple clinique ensuite. C'est le chirurgien qui décide d'avancer sa scie, mais il est limité dans un espace. C'est ce qu'on appelait à une époque le robot à sécurité passive. Autrement dit, on a un espace de liberté, mais on ne peut pas sortir de la cour d'école. Ici, le professeur Paillet qui m'a prêté ces images, qui va donc réaliser une prothèse totale de genou. Donc toujours une étape de calibration des outils. On calibre la lame. On va reprendre contact avec le genou. Vous voyez le frame qui est posé sur le tibia ici, qui permet de localiser en permanence le tibia pour que l'outil puisse s'adapter à tous les mouvements possibles. Et ça, c'est un des points très importants qui a été abordé par Jocelyne Trocaz tout à l'heure, c'est-à-dire que l'outil doit suivre l'os, éventuellement avec la respiration ou les mouvements parasites réalisés par la scie elle-même. Donc il y a un recalage en permanence qui se fait. Donc vous voyez que le chirurgien actionne lui-même cette scie, mais elle n'est pas libre dans l'espace, elle est portée par cet outil qui lui impose une trajectoire. Il y a quand même une certaine faisabilité qui est ergonomique, on peut dire. Le chirurgien s'auto-écarte comme vous pouvez voir, mais le genou n'est pas fixé avec un fixateur externe, vous voyez, qui bouge ici largement. Il peut le repousser quand il a d'autres choses à faire, comme par exemple enlever l'os qui vient de réséquer. Donc vous voyez, il y a une certaine ergonomie qui est apparue de nos jours. C'est pour ça que les chirurgiens sont devenus friands de ce type de... Alors comment est-ce qu'on évalue l'efficacité de ces outils ? Il y a des études, hein. On est quand même dans la recherche d'une performance, donc en particulier sur la précision d'implantation. On n'arrive pas forcément à dire que si le genou est bien mis droit, c'est mieux ou c'est pas mieux, ça on ne sait pas, mais si on veut le mettre droit, c'est-à-dire avec un angle hip, knee, ankle, c'est-à-dire l'angle de goniométrie à 0, on y arrive plus souvent quand on utilise l'outil robotique que lorsqu'on le fait à la main. Ou lorsqu'on le fait à la main, en général, on tolère une balance d'erreur entre 2 à 4 degrés vis-à-vis des 180 degrés d'HKA. Avec, vous voyez, un P qui est quand même très intéressant. Donc, le chirurgien veut mettre 180 degrés, il y arrive plus souvent quand il le fait avec un robot. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, les Australiens qui utilisent la navigation, c'est moins de la robotique depuis très longtemps, ont quand même montré que lorsqu'on mettait en place les prothèses de genoux chez des gens jeunes de moins de 65 ans, c'est-à-dire des gens qui utilisent beaucoup leurs prothèses, on a une meilleure survie et surtout une diminution du nombre de taux de révision. Donc, implanter une prothèse totale de genou selon un certain standard chez des gens qui utilisent beaucoup leurs implants, c'est quand même mieux. Donc, si vous voulez, on peut passer de l'un à l'autre. C'est pas du sophisme, mais c'est pas loin. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la chirurgie rachidienne, c'est aussi un exemple qui a très très bien marché. Ce sont ces petits robots comme le Omnibot qui sont très intéressants parce qu'ils sont très proches du chirurgien. Ils n'ont pas de volume qui embarrasse le champ opératoire. On prend moins de risques septiques également. Ce sont des outils porte-tubes qui ont été évalués par le passé avant d'être rachetés par cette énorme société qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a finalement pas fait de commercialisation. Elle a plutôt acheté un produit qui risquait de la menacer qu'autre chose.
Donc, on a montré avec cet outil israélien une sécurité à propos de 352 vis pédiculaires thoracolombaires qui avaient été mises en percutanée chez 73 patients avec une durée d'implantation par vis de 7 minutes, ce qui correspond à peu près à ce qu'on fait à main levée. Ils ont montré surtout qu'il n'y avait pas de courbe d'apprentissage. Et là, on rejoint une autre question qui a été posée tout à l'heure, c'est comment est-ce que le... Ah, j'arrive après les autres. Vous savez, si, au départ, on donne un cahier des charges qui est 20 minutes de présentation, et là, on est largement au-dessus. D'accord. Non, essayez de conclure, parce qu'on est passionné par ce que vous dites. D'accord. Je suis désolé. Ouais. Eh bien, je voulais simplement vous dire qu'on avait montré que la sécurité était au rendez-vous de ces petits robots Mazor. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'imagerie 3D intraopératoire ? Parce que c'est la base de ce qui fait notre raisonnement, c'est ce qui nous permet de guider nos robots, c'est ce qui nous permet de vérifier à chaque moment de la réalisation qu'on est dedans. Et on a ici sur ces images l'aisance qui peut être acquise maintenant avec les outils de navigation. Ces outils de navigation sont des scanners péropératoires qui sont porteurs d'outils qui nous permettent de faire des gestes. Alors je vais finir donc rapidement pour dire que simplement la conclusion qui m'est quand même chère et qui peut peut-être ouvrir la discussion, c'est que ces robots couplés à l'imagerie sont une obligation, sont peut-être en train de devenir une obligation de moyens de notre profession de chirurgien mais aussi d'enseignant. Pour moi, c'est un outil pédagogique, plus particulièrement au niveau du planning et de la prévention des gestes dangereux. Cela va permettre d'ouvrir la porte au monitoring des pratiques et en particulier à travers l'IA, puisque toutes les informations revenant de ces robots pourront être réinjectées au niveau du planning. Et donc, pour l'apprentissage de nos jeunes, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Reste le problème du financement. La multidisciplinarité le permettra, c'est certain, mais aussi l'attractivité dans les centres, y compris privés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous avoir précipité. Je propose qu'on fasse 2 petites questions courtes et réponses courtes pour après faire une discussion globale sur la formation et les enjeux. Alors peut-être qu'il y a une question très précise sur d'une manière générale les applications cliniques. Il y a Jacques, je dis un petit commentaire, une petite question. Jacques Belghiti. Ah pardon, il y avait Gérard, oui. Félicitations pour votre exposé. Je vais vous poser une question qui sort un peu du sujet, qui est plus politique. Comment vous faites en Afrique avec le robot ? Oui. Avec cette population. Non, mais c'est sûr que... Bien sûr, c'est un petit peu... Oui. C'est vrai que ce sont des outils de monde développés, mais je pense qu'à partir du moment où vous avez justement une répétition de la faisabilité qui est parfaitement contrôlée, chez des chirurgiens qui sont un petit peu moins entraînés, vous aurez à nouveau le résultat au rendez-vous. Hein, c'est très intéressant, on l'a vu nous avec la navigation, chez un chirurgien qui fait beaucoup de chirurgie du rachis, qui met des vis, comme il respire, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'il a un peu moins l'habitude, le fait d'avoir une navigation, une visualisation à l'écran de son geste, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas que le coup. Oui, moi, Jacques. Je voudrais faire juste un comment. À un moment donné, il ne faut pas se contenter de donner des images. Quand on se pose le problème du financement, c'est-à-dire de la prise en charge par la solidarité nationale d'un appareil, il faut donner des datas. Et là, franchement, l'état des lieux, j'aimerais bien savoir, bon, pour la prostate, je sais où on en est, pour un certain nombre, pour les néphrectomies partielles, on a quelques idées, mais pour le reste, pour l'hystérectomie, pour les gastrectomies, l'état des lieux, c'est où en est-on au point de vue équivalence, supériorité, infériorité, avec des datas. Voilà. Et vous n'en sortirez pas, à un moment donné, vous n'avancerez pas si vous ne présentez pas des datas. Bon, c'est pour vous comme pour vous. Hein. Alors mon seul commentaire là-dessus, oui, je vais faire quand même un
commentaire, si vous voulez. Oui, mais je vais vous laisser la parole. On a tout à l'heure parlé des essais prospectifs randomisés, etc. C'est difficile. Par contre, je voudrais insister sur une idée qui est très chère à l'Académie, au moins de faire ça, c'est-à-dire des études observationnelles avec des registres, etc. Et pour le moment, il n'y a rien qui... Voilà. Maintenant, vous pouvez répondre tout à fait à Jacques, puis après, on passera à la communication Non, suivante. mais simplement pour dire que votre question c'était sur les data, etc. Donc nous, on a déjà fait ce travail. Ici, je voulais juste présenter des exemples, monsieur. Hein. Donc on n'a pas du tout... et l'état des lieux, c'est le nom du rapport. Hein, donc en fait, on a déjà fait cette communication. Vous avez dans le rapport, on a les chiffres. Oui, bien sûr. Tous les chapitres sont référencés, Oui. selon les auteurs. Enfin, Un tableau, non, Il y a justement un tableau qui explique un petit peu tout ce qui a été fait avec une grosse bibliographie, en effet. Là, c'est plus des exemples. Hein. Bien, on va donner la parole. Merci. On va donner la parole. Non, mais ça veut dire qu'on refera sûrement des séances sur la robotique avec un état des lieux précis.